Au début de sa conférence L'Holocauste comme culture, Imre Kertész avance, avec sa touche toujours un peu provocatrice, que le génocide des Juifs est limité à la subculture, je cite, subculture entre guillemets, d'une communauté spirituelle et émotionnelle. Peu avant de terminer sa conférence, il expose la question cruciale: l'Holocauste peut-il créer des valeurs ? De là, il considère que l'intégration au nom de l'Holocauste dans la culture, et comme culture, ayant le pouvoir de produire des valeurs, doit être fondée non sur les condoléances ou le regret, Beileid oder Bedauern, mais sur un jugement de valeur vitale, sondern auf einem vitalen Werturteil. Effectivement, la question est cruciale, un jugement vital de valeur. Je voudrais d'une certaine manière discuter cette question et la prolonger avec vous, en proposant de nous interroger sur les conditions qui permettent, ou qui permettraient, à un groupe, à une communauté, à une société, imaginez une communauté européenne, de fonder ou de refonder son identité et son éthique, après avoir traversé un événement qui aurait dû la détruire. Ou, en ce qui concerne la communauté juive, dont elle est ressortie en grande partie détruite, un événement durant lequel les victimes se sont vues, dans leur immense majorité, retirer la possibilité de résister aux violences dont elles étaient la cible et dont les survivants n'ont pu, donc après les faits, que témoigner de cette vulnérabilité extrême dont ils ont fait l'expérience. Alors pour mieux approcher ces questions, Paul Ricoeur nous est ici d'un grand appui, et je vais faire un petit détour par un certain nombre de ces textes avec Hannah Arendt. En effet, dans Temps et récit, puis dans Soi-même comme un autre, Paul Ricoeur s'emploie à élaborer la notion d'identité narrative en la distinguant de l'identité dite substantielle, censée correspondre aux caractères fondamentaux attribués à tel individu et faisant qu'il ne peut être confondu avec un autre. En revanche, l'identité narrative, l'ipsé comme il la dénomme, elle, n'existe que par son évolution et les aléas propres à l'histoire de l'individu auquel elle réfère. Une histoire où se mêlent les parts véridiques et fictives, je cite, qu'un sujet raconte sur lui-même. L'identité narrative, précise Ricoeur, vaut aussi bien pour un individu que pour une communauté. Ainsi, je cite, l'histoire d'un peuple, d'une collectivité, d'une institution procède de la suite des corrections que chaque nouvel historien à entendre au sens large, c'est moi qui ajoute, apporte aux descriptions et aux explications de ses prédécesseurs et de proche en proche aux légendes qui ont précédé ce travail proprement historiographique. L'identité narrative d'un groupe, fin de citation, l'identité narrative d'un groupe s'élabore à partir de l'interaction circulaire entre ce que ses agents racontent de son histoire, la reconnaissance de ce récit à travers son évolution. Cela nous conduit à la question du qui. Je cite de nouveau Ricoeur, dire l'identité d'un individu ou d'une communauté, c'est répondre à la question qui a fait telle action. Qui en est l'agent, l'auteur, écrit Ricoeur. Fin de citation. Et si la réponse ne peut être que narrative, estime-t-il, c'est que l'histoire racontée dit le qui de l'action, je cite. Ici, le terme action est aussi important que le qui. Alors, Ricoeur est un lecteur assidu d'Hannah Arendt et il s'en est largement inspiré sur un certain nombre de ses propos philosophiques qu'il prolonge avec elle. Et il mentionne notamment l'œuvre d'Hannah Arendt, The Human Condition, qui date de 1958, où Hannah Arendt consacre un remarquable chapitre à l'action. Elle écrit, je le cite, « Si l'action et la parole sont si étroitement apparentées, c'est que l'acte primordial et spécifiquement humain doit en même temps contenir la réponse à la question posée à tout nouveau venu, qui es-tu ? Il n'y a pas d'activité humaine qui ait autant que l'action besoin de la parole. » En raison de sa tendance inhérente à dévoiler, je continue la citation, en raison de la tendance inhérente à dévoiler l'agent en même temps que l'acte, l'action veut la lumière éclatante que l'on nommait jadis la gloire et qui n'est possible que dans le domaine public. Action, parole, gloire, voici les mots-clés. Plus que la parole, pourrait-on ajouter, il n'est d'action qui ne réclame, qui n'exige même d'être représentée, non seulement pour exister, mais aussi pour servir de modèle, donc pour être transmise. Être paré de gloire, accéder au rang de héros, quitte à en mourir,
c'est tenter d'élever la représentation à hauteur de l'éthique, pour faire de son acteur une figure exemplaire montrant la voie à suivre pour continuer à vivre ensemble. Rien dans l'action n'est irreprésentable. Gardez en mémoire évidemment par rapport à la question de l'irreprésentabilité même du génocide. Ou en tout cas l'énoncé disant que le génocide est irreprésentable. Aussi, ne sera-t-on pas étonné que l'identité d'un groupe se fonde sur la narration de ses actions, les actions de ses protagonistes, de ses héros, de ses meneurs, de ses leaders. Nul besoin d'insister plus, on comprend comment action, parole, gloire, récit, identité narrative fonctionnent ensemble, d'autant que la psychologie cognitive nous apprend que l'action est plus facilement mémorisable par l'individu que la non-action. Mais alors, pour celui qui reste privé des moyens de l'action, y compris de celui de raconter, et que la gloire ne part pas quand il n'est plus que vulnérabilité et malheur, passivité et dénuement, perte de repères et errance, quelle possibilité d'identité et de transmission lui reste-t-il? On revient, d'une certaine manière, en écho à la question de Kertész. Quelle valeur peut-on arriver à dégager d'un récit qui lui-même se heurte à sa propre impossibilité? Je cite Arendt. Sans l'accompagnement du langage, l'action ne perdrait pas seulement son caractère révélatoire, elle perdrait aussi son sujet. On n'a plus affaire à des hommes, écrit Arendt, mais, je cite, à des robots exécutant des actes qui, humainement parlant, resteraient incompréhensibles. Des robots, et quand il ne s'agit pas de tas de cadavres, ou pire, de cendres que l'on jette dans la vistule. En effet, le lien à la parole, orale ou écrite, le lien de la parole, orale ou écrite, à l'action en particulier, et à l'expérience en général, s'est considérablement modifié et déplacé sous l'impact des violences collectives du XXe siècle. Benjamin lui-même voyait dans la Première Guerre mondiale une rupture de la transmission à partir du conteur. C'est pourquoi, en prolongement de Kertész, l'on peut poser une nouvelle fois la question, un petit peu différemment. Que se passe-t-il quand, se fondant sur la ruine et le désastre, plus rien de là ou des victimes ne répond aux besoins, à l'attente, peut-être même au désir d'héroïsation? La transmission sans modèle pragmatique se réalise-t-elle malgré tout? Y a-t-il des groupes dont les récits fondateurs puissent fonctionner comme tels et qui y fondent leur identité, sans que ce récit ne relate les actions et les hauts faits de certains de leurs membres? Bien sûr, je vais immédiatement, on peut dire, m'entendre dire ou laisser penser que c'est une évidence. Ces groupes existent, et c'est même ce qui caractérise notre belle époque que de donner parole et mémoire à ceux qui, naguère, en étaient dépossédés. Mais il y a peu, cette évidence, tout d'abord, n'avait pas cours, quand aujourd'hui elle semblerait naturelle. De quelle mutation alors, imperceptible et radicale à la fois, résulterait donc cette évidence? Pour cela, je vais remonter, on peut dire, jusqu'à l'après-guerre et au moment où se font connaître certains de ceux qu'on peut considérer aujourd'hui comme les grands témoins. D'abord, il faut rappeler qu'il n'est pas de récit de survivants qui, après-guerre, ait été fondateur de l'identité narrative d'un groupe. Donc, d'une certaine manière, ça répond à la question ça esquisse une réponse à la question qui était posée. Même si environ 200 récits de déportation ont été publiés en France juste après-guerre, ce n'est pas pour autant que ces récits aient participé, en tant que tels, à l'élaboration d'une identité narrative d'un groupe. Sauf quand ces récits et leurs auteurs répondaient aux attentes de ce groupe. Je veux dire par là que si certains auteurs ont reçu le soutien d'associations d'ex-déportés, affiliés généralement à des mouvements politiques, placés sous l'autorité de ces mouvements, ce n'est pas pour autant que l'expérience concentrationnaire expurgée de son expression idéologique est une valeur. Bon, je renvoie ici notamment à l'étude de Peter Cohen sur les témoignages de Mauthausen. Il en est de même en Italie. Certes, des récits ont été publiés, mais la plupart du temps, ils n'ont eu qu'une faible réception et ont été intégrés dans le ou les discours militants sur la déportation et la résistance. La vision délivrée était généralement sans nuance, mais ce serait en même temps un raccourci que de considérer cette vision de ne la considérer uniquement sous l'angle idéologique. Il y aurait là une simplification
à laquelle ont cédé généralement quelques historiens, jusqu'à, d'une certaine manière, fonder un lieu commun sur la récupération idéologique ou l'occultation idéologique des récits des rescapés. Le phénomène est beaucoup plus complexe. Et d'une certaine manière, il s'agit aussi de l'interroger à travers notre questionnement. De même, il n'est pas possible de disqualifier tout silence. C'est un peu simple aussi. Il y en a de différentes qualités. Il y a notamment des silences qui constituent des temps de maturation, et des temps nécessaires de maturation. La parole passe aussi par un temps de maturation qui est le silence. Celui de Charlotte Delbo, déportée résistante à Birkenau, attendant 20 ans avant d'écrire son expérience, ou celui d'Imre Kertész, exprime, chacun à sa façon, une nécessité de ne pas parler trop vite, correspondant à la singularité de leur expérience et de leurs conditions d'après-guerre. Conditions très différentes l'un et l'autre. D'autre part, il faut distinguer la réception par le champ littéraire, ou dans le champ politique, ou dans la société civile par le biais de la culture, ce qui nous conduira tout à l'heure à parler de culture mémorielle. C'est ce que confond malheureusement François Azouvi dans son livre qui déconstruit le mythe du silence, qui, revenant et relisant et déconstruisant à bon escient le cliché abusivement utilisé du grand silence d'après-guerre, ne distingue pas vraiment les trois types de réception, dans le champ littéraire, dans le champ politique et dans la société civile. Et ne sait pas quoi dire non plus de la question du silence. Prenons l'exemple de Primo Levi. Bon. Nous connaissons tous Si c'est un homme, mais Si c'est un homme que l'on a lu est celui de 1958, enfin, celui qui est traduit à partir de la version de 1958. Entre 1945 et 1947, il rédige la première version. Cette première version est publiée, est refusée par une grande maison d'édition, la maison Einaudi, est publiée par une petite maison d'édition qui est elle-même extrêmement liée à une association d'ex-déportés, elle-même fortement politisée. Donc en fait, le premier livre émerge, peut être publié, grâce au soutien de cette association de militants et dans un champ politisé, d'autant plus politisé qu'il croise en fait deux courants, l'un qui est plutôt démocratique, Justitia et Libertà, et l'autre qui est, il a le soutien du mouvement communiste. Et puis, entre 1955 et 1958, il a un nouveau contrat qui lui permet d'être publié par cette grande maison d'édition Einaudi, et au même moment, il prend une position de témoin au sens public du terme, ce que jusqu'à présent il n'avait pas prise. Là, la réception n'est plus simplement politique et associative, mais elle est politique et sociale, parce qu'en tant que témoin, il s'adresse régulièrement, à partir de 1955, à une audience d'étudiants, de jeunes personnes qui n'avaient pas ou peu connu la guerre. Mais il y a une émergence au niveau littéraire, parce qu'il est publié par une maison littéraire, une maison qui a une forte importance littéraire et intellectuelle, mais en même temps, le livre, finalement, le livre tel qu'on l'imagine aujourd'hui, n'a pas une très forte réception en 1958. Ce n'est qu'à partir de la trêve, le récit, qui est un récit romanesque de son retour, en 1963, qu'il a une véritable réception à l'échelle de la société. Et que la trêve, en fait, si on étudie les parutions et les republications, c'est véritablement la trêve qui tire vers le haut C'est questo uno homo, si c'est un homme. Donc on s'aperçoit qu'il y a trois niveaux de réception et que ces trois niveaux de réception sont bien différents. Il peut y avoir une très bonne réception littéraire, comme le souligne François Azouvi, pour un certain nombre de livres qui ont été publiés en France, mais en même temps très peu de réception au niveau de la société civile. Je vais y revenir à propos de quelques exemples. Donc ces trois niveaux de réception ne permettent pas, si on les confond, de répondre à la question: est-ce que ces récits ont pu fonder une identité narrative d'un groupe, d'une communauté ou d'une société? Il en est de même pour un autre rescapé, déporté, Jean Cayrol, qui lui essaie, avec la notion d'écrivain lazaréen, d'une certaine manière de tenter de fonder une identité narrative à partir de son expérience littérarisée de la déportation. Mais finalement, cette notion n'a guère de suite et guère d'héritier. En ce qui concerne David Rousset, qui obtient le prix Renaudot avec l'univers concentrationnaire et puis qui est l'auteur après d'une version romanesque de l'univers concentrationnaire,
il est très vite rejeté du champ politique parce qu'il rentre en conflit avec les communistes, avec le Parti communiste. Bon, il y a un célèbre procès retentissant. Parce qu'il il avait soutenu la dénonciation du goulag. Et sa tentative de fonder la Commission internationale contre le régime concentrationnaire, donc essayant d'embrasser toutes les différentes situations de répression d'après-guerre, espagnole, grecque, yougoslave, soviétique, la guerre de succès non plus. Donc là non plus, finalement, un récit pourtant reconnu et qui avait été récompensé de prix n'arrive pas vraiment à fonder une identité narrative d'un groupe. Il en est de même finalement pour Robert Antelme, qui appartient au champ littéraire, qui est accompagné par Marguerite Duras, Dionys Mascolo et une quantité d'autres intellectuels qui formeront le groupe de la rue Saint-Benoît, qui encadre le récit de son expérience, donc l'espèce humaine, dans un schéma d'interprétation hegeliano-marxiste, où il établit un lien proche entre le déporté et le prolétaire, mais qu'il dit lui-même, qui vaut principalement pour le camp Gandersheim où il était, mais qui finalement n'est reconnu que bien plus tard, et entre sa première publication en 1947 et sa republication chez Gallimard en 1958, ayant même été publié en Italie au début des années 50, là aussi c'est un écrit dont finalement l'importance n'est reconnue que bien plus tard. Donc, quelquefois, il y a un effet rétrospectif qui fait penser que ces écrits ont été reconnus dans les années 60, par exemple, et qu'ils ont pu fonder une prise de conscience. Mais si on y regarde de plus près, ces écrits sont restés longtemps errants, on peut dire, entre différents champs, le champ littéraire, le champ intellectuel, le champ politique aussi. Souvent, leurs auteurs sont passés par le Parti communiste, ont été rejetés du Parti communiste, comme Robert Antelme, mais ce n'est que très tardivement qu'on reconnaît leur importance, et ce n'est pas pour autant que ces récits fondent véritablement une identité narrative liée à un groupe. Bon, je pourrais citer aussi Tadeusz Borowski, Jean Améry, Piotr Rawicz, qui ne franchissent pas finalement les cercles restreints non plus des universitaires ou des commentateurs, qui sont très peu connus. Il en est de même pour les écrits des Sonderkommando, qui en France sont publiés en 1982, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont publiés, et ça va faire écho à la suite de mon exposé, en 1982 par la maison d'édition Plomb, mais ils sont placés sous le signe de la résistance. Et la préface que fait Elie Wiesel aux Sonderkommando insiste sur le fait que les Sonderkommando se sont révoltés à Auschwitz le 7 octobre 1944. Mais en fait, cette résistance, elle n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'ils racontent, puisque leur témoignage ne parle pas de la résistance. Ils ont la plupart du temps été assassinés au moment du 7 octobre, mais parlent des conditions d'extermination, mais de vie aussi, des Sonderkommando à l'intérieur du camp d'Auschwitz. Donc les rescapés, finalement, quand ils se positionnent dans un champ, se retrouvent assez facilement, je dis rescapés et leurs récits, se retrouvent assez facilement marginalisés de ce champ, mais en tout cas n'accèdent pas à la réception de la société civile et du grand public. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ces récits ne peuvent pas fonder une identité narrative à partir précisément de leur spécificité, à savoir que c'est des récits de la non-action. C'est des récits du subissement, c'est des récits qui viennent rendre compte d'une vie où précisément il ne pouvait pas y avoir de héros parce que le système était fait de telle façon que chaque individu était dépourvu des moyens de résister. Bon, évidemment, il y avait un certain nombre de réseaux de résistance qui se mettaient en place, mais les récits dont je parle, et les récits, on peut dire, des grands témoins qui ont été reconnus comme tels, ne mettent pas en avant, ce ne sont pas des récits de ces réseaux de résistance sur lesquels on pourra revenir lors du débat.
Donc après-guerre, on est loin d'avoir pris la mesure de l'ampleur du désastre et de l'information. Hein, enfin, l'information ne suffira pas à cette prise de conscience et ne permettra pas de modifier les conditions cognitives de la non-réception de ces récits. Il ne suffit même pas d'être informé pour que cette connaissance permette par elle seule de modifier les modèles et les attentes auxquelles ils répondent, ni que cette connaissance permette de reconnaître ce qui a eu lieu. Même si ça paraît paradoxal, en fait, il s'avère qu'il est nécessaire de reconnaître pour connaître. Or, précisément, il n'y avait dans ces récits rien qui permette de reconnaître quelques modèles que ce soit, et donc qui leur permettent d'établir le pont entre ces récits et une réception plus vaste. Et c'est justement, leur spécificité, c'est de ne pas être des récits héroïques, de ne pas être des récits d'action. Alors en passant, justement, du côté de la réception à l'échelle de la société, je voudrais revenir sur ce fait de la victime héroïque nourrissant les grands récits et mettre en évidence que, avant de répondre à des impératifs idéologiques, elle a une fonction épique et identificatoire. Elle sert de témoin, mais au sens balise, au sens topologique du terme. Elle signale un repère sur l'étendue du désastre. Ce que précisément n'arrive pas à assurer, et pour cause, les récits des grands témoins. Il serait en ce sens important de penser comment la figure du héros, et du héros martyr, répond à une exigence anthropologique, on pourrait aussi dire psychocognitive, de transcender la souffrance et la dégradation du corps, de montrer que cette transcendance est possible, même si elle n'est possible qu'en tant que vue de l'esprit. La visibilité est érective, et la justesse de la lutte est si puissante que le corps des monuments, alors généralement c'est à travers des représentations de monuments d'après-guerre qu'on peut voir s'ériger ces héros, que les monuments ne gardent aucune trace des sévices subis. Rejoignant en cela le corps glorieux du Christ, d'une certaine manière, puisqu'il y a, comme vous le savez, il y a extrêmement peu de représentations du Christ qui sont des représentations du corps souffrant. Le Rita Bischenheim ou le Christ d'Holbein, mais généralement, on a un corps qui est lui-même un corps glorieux et un corps qui n'est pas atteint par les souffrances. Et il en est de même des monuments d'après-guerre, des monuments qui célèbrent la résistance. Et si on voit sur quelques monuments, on peut établir le pont d'ailleurs entre les monuments de la Seconde Guerre mondiale et les monuments de la Première Guerre mondiale, des mères, des épouses, des fiancées ou des sœurs, qui peuvent varier, établir des variations avec le thème de la Pietà, ça n'ôte en rien la transcendance héroïque, ça ajoute une dimension inconsolable, un pathos, au-delà de la reconnaissance patriotique. Les victimes combattantes, s'étant sacrifiées pour le bien commun contre les forces qui voulaient détruire, recèlent les possibilités rédemptrices d'un futur meilleur et, ce faisant, prodiguent des modèles pour les générations à venir. Alors que les autres victimes, civiles, anonymes, non combattantes, ne peuvent en rien consoler de la misère et de la violence vécue. Partir de l'articulation entre action et récit, comme nécessité de l'identité narrative, permet ainsi un éclairage différent de ce qui a caractérisé l'après-guerre. La revalorisation excessive de la résistance armée, après-guerre, se comprend comme le résultat d'une nécessaire compensation, attendue aussi bien dans la sphère politique que dans des sociétés qui n'ont pas réagi durant l'occupation de façon très digne, évidemment. Toute l'Europe est ici concernée. Les récits de résistance, avec leurs mythes et leurs légendes, sont venus compenser l'insoutenable réel de l'impuissance face à la cruauté réalisée par les nazis et leurs collaborateurs. Alors pour cela, on peut mentionner les récits de la libération, les récits légendaires, le récit légendaire de la libération de Buchenwald ou celui de Mauthausen. Et il repousse, bien sûr, ce phénomène de compensation repousse d'autant une interrogation sur la zone grise. Mais il y a aussi un autre type de violence à compenser, qui est un type de violence qui est propre à la Seconde Guerre mondiale, c'est l'insoutenable réel de la violence réalisée par les Alliés, eux-mêmes pris dans la spirale de la guerre totale, pour vaincre l'ennemi qui les avait engagés, donc les bombardements notamment, sur les villes allemandes. Plutôt que colonne vertébrale, le récit d'action après-guerre est devenu une prothèse aux mutilations du genre humain, mais une prothèse nécessaire.
Et une prothèse nécessaire qui, par sa nécessité, vient d'une certaine manière interdire, donc renvoyer à la non-visibilité des récits qui pourraient prendre en compte et qui pourraient témoigner de la vulnérabilité. Ça ne viendra que plus tard. Alors que des formes de résistance non spectaculaires aussi, des formes de résistance, je ne parle pas encore des victimes, non spectaculaires comme le sauvetage des Juifs, ce qu'on appellera les justes des nations, ne se prêtent pas à un tel rééquilibrage, à une telle compensation. Et ils ne sont reconnus que plus tard, ça passe par une reconnaissance universitaire, puis par des élus, mais beaucoup plus tard, à partir des années 90. Donc ce n'est pas que la victime civile, en même temps, soit absente, complètement absente, mais elle est représentée soit dans un dispositif de propagande, notamment dans les discours de l'Est, répondant à une certaine utilité, les discours du bloc Est, soit dans des moments idéologiques dominés par l'héroïsme. La représentation héroïque fait aussi, elle tente aussi de faire passer comme elle le peut cette réalité face à laquelle elle manque de moyens. C'est toute la question du manque de moyens d'expression pour rendre compte d'une violence dont on est contemporain. Alors c'est toute la question, débattue à la fois, si on reprend, si on essaie de relire de manière un petit peu moins, on peut dire injonctive, le dicte d'Adorno, par rapport à la poésie après Auschwitz, mais jusqu'à Imre Kertész, notamment un certain nombre de pages dans Le Refus, en passant par Maurice Blanchot, c'est la question de la contemporanéité des moyens d'expression au réel, contemporanéité au réel, auquel il se réfère. À quelles conditions peut-on rendre compte de violences qui sont contemporaines, avec des moyens qui, précisément, sont des moyens conventionnels, sont des moyens qui datent d'avant cette violence. Or, précisément, à la fois les récits héroïques viennent compenser la violence qui a été vécue, mais sont eux-mêmes dépourvus pour rendre compte de cette violence. Et c'est bien dans ce sens que ces moyens d'expression achoppent tout en occupant une visibilité. Si on se réfère, par exemple, non pas simplement au récit de libération de camps comme Buchenwald ou Mauthausen, mais aussi au bas-relief du monument de Nathan Rapoport au ghetto de Varsovie, on voit bien que d'un côté, et la face frontale, on a des héros qui sont surdimensionnés, et dont le corps n'est absolument pas atteint par la violence du combat. Et derrière, vous avez, sur la face dorsale, un bas-relief qui représente le destin du peuple juif. Alors, c'est pas qu'il y a une occultation volontaire, mais c'est qu'il y a plutôt, il faut comprendre cette disproportion par un manque de moyens pour représenter cette violence faite au peuple juif et faite aux civils et représenter ce qui relève de la vulnérabilité absolue. Bon. Il en est de même à un autre niveau, du monument de Fritz Kremer à Buchenwald, un monument qui date de 1958, qui va représenter de façon assez stylisée les supposés combattants qui se seraient libérés du camp de Buchenwald, et à côté, vous avez, sur le socle, à côté de ces combattants, vous avez un enfant qui correspond à cet enfant qui a été recueilli tout à la fin de la guerre, qui venait d'un convoi un enfant juif qui venait d'un convoi d'évacuation d'Auschwitz et qui a donné lieu au roman de Bruno Apitz, Nacht unter Wölfen. Donc, il est simpliste de parler d'occultation. Il faut voir plutôt comment les récits ou la représentation héroïque, la représentation de l'action, pour parler de manière plus générale, donc celle à partir de laquelle une identité narrative peut se fonder, pour un individu comme pour un groupe, reste dépourvue face à un type de violence qui, elle, dépasse justement et annule la possibilité même d'action. Alors, ces monuments, j'ai cité le monument de Nathan Rapoport, le monument de Fritz Kremer, on trouve des équivalents aux États-Unis, on trouve des équivalents aussi en France, notamment avec le monument de la résistance gaulliste, donc non communiste, au Mont Mouchet, dans le centre de la France, qui sont des monuments à la gloire. Et on retrouve bien dans chacun de ces monuments de résistance, de même que dans tous les récits de résistance d'après-guerre, cette question de l'identité, de la gloire, de l'action.
Mais pour comprendre aussi, on peut dire, les conditions de possibilité de ces récits de résistance, ces représentations de résistance, il faut aussi considérer rétrospectivement qu'ils émergeaient dans une culture qui était aussi différente de la nôtre, qui était aussi une culture de la guerre, qui était aussi une culture dans laquelle, dans les années 40, 50, 60, des figures de l'action, du résistant, du baroudeur, du légionnaire, étaient des figures qui étaient des figures très présentes dans la culture populaire et qui facilitaient ou qui conditionnaient même les attentes. Donc ces récits de résistants, ceux aux conditions desquelles ne pouvaient pas répondre les récits des grands témoins que j'ai cités tout à l'heure, ces récits de résistants, ces récits de combattants, ces récits d'action, répondaient tout à fait aux attentes, et restaient en écho à l'horizon d'attente, pour renvoyer à Koselleck, des sociétés de l'époque et de la culture de guerre de l'époque, d'une époque qui, je vais y arriver, était aussi une époque extrêmement violente, avec les guerres de décolonisation, et donc une époque où la violence était encore permanente, même après l'armistice. Il faut bien aussi considérer que la fin de la guerre n'était pas pour autant, en 1945, et l'effondrement, la chute du nazisme, la victoire sur le nazisme, ne marquait pas pour autant la fin des violences. Ce n'est qu'après les guerres, justement, pour passer au point suivant, ce n'est qu'après les guerres extrêmement brutales de libération qui ont enflammé l'ensemble des pays colonisés et sous domination des puissances occidentales, que la culture de guerre à l'Ouest a peu à peu été reléguée à l'arrière-plan, sans pour autant disparaître, y compris aujourd'hui, a été relégué à l'arrière-plan dans l'économie régissant ce qui de la violence est visible et ce qui ne l'est pas. Si on considère qu'il y a une économie des représentations de la violence. Et donc ce n'est qu'après les guerres de décolonisation, à partir du moment où ces guerres de décolonisation ont vraiment pris une tournure qui allait vers la décolonisation et vers l'émancipation de ces populations, que peu à peu, la culture de guerre a été reléguée à l'arrière-plan, et que les conditions même d'émergence de nouvelles représentations de victimes, et donc de nouvelles prises en compte de victimes non héroïsées et d'autres types de victimes que des martyrs héroïques ont pu émerger, ont pu prendre forme. Les modèles ont évolué de pair avec la figure du combattant. Si l'influence du soutien politique contestataire et associatif de gauche à ce que l'on nommait alors le pacifisme ou le tiers-monde a pesé dans la balance représentationnelle, c'est aussi avec les journalistes et les humanitaires, peu à peu, que sur le terrain, humanitaires sur le terrain, que la distribution des figures, des modèles et des valeurs, donc ça fait écho aussi à la question des valeurs que soulevait Imre Kertész, que ces figures, ces modèles et ces valeurs ont enregistré un considérable déplacement. Nous sommes au tournant des années 60-70, avec donc la guerre de l'Algérie, la guerre du Vietnam, la guerre du Biafra, du Bangladesh. Et même un certain rapport à la mort que l'on devait donner pour ne pas la recevoir, donc qui est propre à on peut dire, une attitude propre à la culture de guerre, les valeurs de courage, d'obéissance, du sacrifice s'érodent. Leur pouvoir de rassemblement et de cohésion se démonétise symboliquement. Tout ceci très progressivement. On commence à déconstruire la légitimité militaire. La culture accueille l'antimilitarisme. Exemple, Francesco Rossi adapte Uomini contro d'Emilio Lussu. 20 ans plus tard, il faudra attendre encore 20 ans pour que les fusillés de 17 ne soient plus considérés comme l'opprobre de la nation, mais soient reconnus. Je pense à la reconnaissance par Lionel Jospin en France. Donc je voudrais revenir et insister sur cette question des guerres coloniales comme condition de l'émergence de nouvelles considérations victimaires, parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est à partir de ce moment-là que vient émerger la conscience de la Shoah. En effet, les luttes contre la colonisation ont une fonction de levier dont on n'a pas encore pris toute la mesure dans l'économie représentationnelle des violences et des traces qu'elles laissent dans la culture. Les prises de conscience qui étaient alors déclenchées par ce mouvement sont venues de l'extérieur éclairer le centre de la société occidentale.
Cette histoire périphérique a, certes, produit ses propres héros, les guerres aussi, qui est les luttes qui ont embrasé l'Amérique du Sud, ces martyrs, ces icônes, comme Che Guevara, dont quelques décades après, que l'on retrouve sur des t-shirts, mais elle a également, sous couvert du dogmatisme qui lui était propre, permis de donner une visibilité et une place sur la scène internationale à des victimes qui jusque-là n'en avaient pas, ou peu, ou étaient très peu reconnues. Alors, si quelques analyses s'attachent à la façon dont les violences que les nazis ont fait subir a motivé par analogie l'engagement contre la guerre d'Algérie, je pense au travail de Michael Rothberg dans Multidirectional Memory, il faut, dans l'autre sens aussi, considérer combien la guerre d'Algérie et les différents théâtres de la décolonisation en général ont largement contribué à la prise de conscience du génocide des Juifs, de sa spécificité, comme de la valeur des témoignages qui nous en sont parvenus. Je rappelle que Claude Lanzmann, Pierre Vidal-Naquet, Marguerite Duras, Maurice Blanchot, bon, pour citer que 4 noms, étaient partie prenante dans le champ intellectuel pour soutenir, notamment à travers le manifeste des 121, l'appel à l'insoumission. Et c'était un certain nombre justement d'intellectuels qui se sont trouvés extrêmement engagés après dans ce qu'on peut appeler la construction de la conscience de la Shoah, mais qui étaient avant extrêmement engagés dans la dénonciation de la guerre d'Algérie. Et précisément, il y a, on va dire de façon réciproque, un travail de prise de conscience qui se fait non seulement du nazisme, qui permet de dire, par exemple, je pense à Dionys Mascolo, de dire mais nous sommes en train de faire, nous Français, sommes en train de faire ce que les nazis nous ont fait, et nous sommes en train de le faire aux Algériens, mais aussi c'est aussi ce moment-là où, à partir de ce qui se passe en Algérie, et de façon, on peut dire, réflexive, se posent les premières bases de la conscience de la Shoah. Et en ce sens-là, je pense qu'il faut relativiser l'importance du procès Eichmann et montrer à quel point cette interaction entre les guerres de décolonisation et le souvenir, la mémoire de ce qui avait pu avoir lieu durant l'occupation en Asie a construit au niveau politique, culturel et même social, avec les différentes couches à travers les différentes couches de population, à moyen et à long terme, a construit la sensibilité et la reconnaissance de la Shoah. En ce sens-là aussi, il faut bien considérer qu'il faut relativiser la fonction paradigmatique même de la Shoah dans la mesure où on ne peut pas la penser sans les conditions d'émergence qui l'ont rendue possible. Et ces conditions d'émergence montrent qu'une prise de conscience et la construction d'une reconnaissance, d'une conscience et d'une mémoire s'est fait aussi à partir de la périphérie, d'événements périphériques dans lesquels étaient impliqués aussi un certain nombre de militants intellectuels qui après sont venus eux-mêmes insister sur l'importance de la Shoah. Alors entre les années 1960 et 1980, donc on avance plutôt vers les années 1980, les victimes civiles sont passées d'une plus grande visibilité politique à travers justement ces discours militants de la décolonisation, de la lutte contre la colonisation, à travers ces discours émancipateurs. Ils sont venus, ces discours émancipateurs qui mettaient l'éclairage sur les défavorisés, sur les opprimés de l'impérialisme ou du colonialisme ou des dictatures d'Amérique du Sud. Ils sont passés donc d'une visibilité politique qu'ils avaient acquise à un statut de victime universelle. Jacques Rancière estime, dans La Mésentente, le philosophe Jacques Rancière estime que, je le cite, « la fin des grandes subjectivations du tort n'est pas, il se réfère donc justement à ces luttes émancipatrices des années 60-70, la fin des grandes subjectivations du tort n'est pas la fin du temps de la victime universelle. C'est au contraire, je cite toujours, son commencement. C'est à partir du moment où on peut dire on est entré dans quelque chose qui relève des postcoloniales, du postcolonial, que la victime universelle
au contraire, commence à s'imposer, mais en même temps s'imposer dans un mouvement qui la dépolitise. Il conçoit ainsi que les injustices et les violences commises ne sont plus investies par la subjectivité d'une conscience politique, et que la subjectivité qui va investir les droits de l'homme va se dégager des engagements politiques auxquels elle était largement articulée, desquels elle était contiguë durant les années 60 et 70. Alors c'est une situation qui est plutôt applicable à l'Europe, on peut dire, et au monde occidental, à laquelle il faut apporter beaucoup de nuances en ce qui concerne la façon dont les questions de mémoire sont vécues en Amérique du Sud. On pourra y revenir au moment du débat. Mais il est aussi intéressant, donc toujours dans ce prolongement entre construction de mémoire et militantisme, y compris communautés militantes ou groupes militants étant passés eux-mêmes à l'action dans les années 60-70. Il est intéressant de noter que, par exemple, si on prend l'exemple de la Sala, le mouvement arménien qui, par des actions violentes, cherchait à faire reconnaître par le gouvernement turc le génocide arménien et donc à déclencher par des actions une prise de conscience, eh bien, il faut remarquer que précisément il y a un mouvement inversement proportionnel qui fait que ce mouvement-là commence à disparaître et disparaît au moment où la diaspora arménienne se ressaisit d'un discours qui, lui, est en interaction avec le discours de la communauté juive sur la Shoah, et au moment où justement la diaspora arménienne produit un discours sur la reconnaissance du génocide. Et ce discours-là étant un discours qui étaye la mémoire, la construction de la mémoire du génocide arménien. Et on s'aperçoit effectivement qu'il y a quelque chose qui s'établit en relais, mais pas forcément un relais dialectique au sens hegelien du terme. Je pense qu'il y a aussi une mise à l'écart entre des attitudes militantes de passage à l'action, et puis, dans les années 80-90, l'émergence de discours qui sont des discours qui vont être des éléments moteurs pour la construction mémorielle. Donc il y a un passage d'un mode de visibilité et de revendication politique à un autre mode de représentation au niveau de la scène publique qui passe par la construction des mémoires et qui se dégage d'alternatives politiques, si extrémistes soient-elles, et qui s'en séparent aussi, qui s'en séparent complètement. Bon, qui s'en désolidarisent de toute façon. Alors on pourrait prendre l'exemple sur d'autres groupes précisément militants des années 70, et on verrait l'évolution qui, par exemple, avec le mouvement ACT UP, qui évidemment n'est pas un mouvement qui est passé à l'action violente, et qui n'était pas héritier des théories de l'action violente comme celle de Frantz Fanon, par exemple, dans les années 60, mais qui est un mouvement qui est passé d'une revendication militante extrêmement forte à un positionnement dans la société avec un discours de construction mémorielle. Là aussi, où on voit un certain nombre une certaine porosité avec une argumentation qui vient du discours de la conscience de la Shoah. Avec l'utilisation aussi d'un certain nombre de lieux communs qu'ils viennent extraire, qu'ils viennent citer de la conscience de la Shoah. Donc, dans les années 80-90, il y a cette construction mémorielle qui, elle, devient possible, et qui devient possible grâce précisément à la visibilité qu'ont pu acquérir des victimes, qui sont des victimes civiles, des victimes non résistantes, des victimes qui, précisément, pouvaient se caractériser par leur propre vulnérabilité. De nouveaux groupes s'autonomisent, aspirent eux-mêmes par ce que l'on pourrait appeler la culture mémorielle, et des stimulations d'identité que celle-ci suscite. Ils font entendre, donc il y a
notamment ACT UP, mais il y a aussi beaucoup de groupes minoritaires qui émergent à partir de cette époque. Ils font entendre de nouvelles modalités revendicatives, véhiculant de nouveaux récits sur lesquels s'élaborent de nouvelles identités narratives, qui n'auraient pas été possibles 30 ou 40 ans auparavant. Et qui n'étaient pas non plus possibles quand finalement la victime n'avait de visibilité que politique et entrait dans une argumentation, dans des discours politiques. Progressivement, les figures héroïques enregistrent une mutation, passant pour ainsi dire de la mythologie au sens antique, je réfère par exemple quand je parlais des monuments, donc fondateurs et structurants, aux mythologies plurielles et éclectiques, humanitaires, photoreporters, pompiers du 9/11, les justes des nations, mythologie donc au sens pluriel, telle que Barthes a eu la géniale idée de les théoriser et surtout de les raconter. Cette migration symbolique entraîne alors un bouger, variable et sans pareil des frontières de la violence en représentation qui coïncide avec une évolution de la façon de montrer les corps. Donc nous sommes dans les années 90, on se rapproche de notre temps contemporain. D'un côté, les corps se montrent à travers les représentations publicitaires, mais de l'autre côté, et quelquefois juxtaposés, on voit l'émergence de corps de victimes civiles qui peuvent être affichés dans l'espace public, telles que, ou sur l'écran de télévision, telles que jamais auparavant, elles auraient pu être acceptées. Il n'est qu'à se souvenir de la difficulté à voir, à comprendre, à enregistrer, à faire face aux images de la libération des camps de Bergen-Belsen, par exemple. Le marketing humanitaire et le reportage journalistique ne tardent pas à se disputer l'image de ces victimes, jusqu'à les élever en icônes, prenant rapidement conscience qu'il faut y associer un discours critique autoréflexif. Ça aussi, c'est important, c'est qu'en fait, dans cette mutation des représentations, s'intègre aussi à la fois à l'exhibition des corps des victimes, aussi un discours critique par rapport à cette exhibition. C'est pourquoi il ne faut pas négliger que l'humanitaire a pu être un des grands moments de la repolarisation, la repopularisation aussi des victimes, son identité se fondant sur des questions morales, et en rappelant aussi qu'un certain nombre de grands leaders du mouvement humanitaire avaient eux-mêmes en tête de pouvoir faire finalement ce que leurs parents n'avaient pas fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça revient dans le discours des fondateurs des mouvements humanitaires. Donc il y a évidemment quelque chose d'un héritage, mais d'un héritage qui passe par une nouvelle forme d'action, une nouvelle forme d'action directement, on peut dire, liée aux droits de l'homme, qui est une action non violente. Donc on passe d'un discours, on peut dire qu'un discours et un mode de passage à l'acte lié aux années 60, articulé aux luttes des années 60 dans les pays colonisés, à un autre type de mode d'action, mais un mode d'action qui ne passe plus par la violence, qui se trouve être pris évidemment dans un contexte de violence humanitaire, mais qui est une forme d'action non violente. Et qui, évidemment, est un des grands opérateurs, l'humanitaire est un des grands opérateurs de la visibilité des victimes civiles. Toutes ces conditions-là modifient la représentation des violences et, évidemment, la représentation des figures qui peuplent ces violences et repoussent, en tout cas, mettre à l'écart les figures les plus héroïques, qui, au contraire, étaient 20 ans, 30 ans avant, absolument au centre. Jusqu'aussi au fait que la faiblesse et la vulnérabilité sont réhabilitées, non plus donc, sous la figure d'un martyr exemplaire qui aurait souffert pour les autres hommes, mais pour entrer parmi les fondements d'une nouvelle éthique, servant désormais à régir les rapports entre communautés des pays civilisés. De même, la désobéissance, ou la capacité à s'en soumettre, à désobéir à un ordre qui paraîtrait illégal, émerge dans les discours, alors qu'elle aurait été inconcevable ou alors illégale dans les années 50 ou 60. Donc on change véritablement de ce qu'on pourrait peut-être appeler par facilité, j'aime pas tellement ce mot, de paradigme, mais en tout cas, disons, d'économie représentationnelle des violences. Alors j'en arrive à mon dernier point, qui concernerait ce qu'on peut appeler la culture mémorielle. Parce qu'effectivement, le passé, qui a porté sa légitimation auparavant à toute action politique et militaire,
sans être nécessairement convoqué sous les auspices de la mémoire, revêt alors une nouvelle coloration, une coloration comme un véritable impératif catégorique mémoriel. Émerge, et quasiment on la fabrique, l'expression devoir de mémoire, qui ne vient pas directement de Primo Levi, comme on a tendance à le croire, et ses quelques variantes. Et la mémoire devient alors un critère de renforcement et d'évaluation des capacités démocratiques d'un pays. Donc il faut prendre aussi parmi, on peut dire, les deux grands courants qui portent cette nouvelle représentation, cette nouvelle économie représentationnelle de la violence. D'un côté, l'humanitaire, les droits de l'homme, évidemment aussi la mémoire. Le mémoriel, devenu une des faces les plus représentables de nos sociétés, procure une façon de voir le monde et d'évaluer la place que l'on y tient. Reconfigurant le passé, la culture mémorielle donne aux violences extrêmes une représentation spécifique, régi par des discours qui, par le biais de l'émotion qu'ils suscitent, reconfigurent et subsument ce qui a pu être récupéré du passé, archives, indices, traces, faits mis en forme par le discours historiographique, témoignages. Du passé dont l'ombre se porte désormais sur la politique, la société civile, les arts et la littérature et conditionne nombreuses des attitudes en fonction désormais des bonnes pratiques mémorielles, d'où le lieu commun des discours politiques sur la repentance, qu'on peut voir régulièrement repris à partir de la moitié des années 90. C'est d'une certaine manière la direction, cette direction de l'évaluation de la démocratie à l'aune de la mémoire, à l'aune de la capacité à intégrer les questions mémorielles, c'est d'une certaine manière cette direction qu'indiquent par exemple des institutions comme la Task Force for Holocaust Education, Remembrance and Research, plus connue aujourd'hui, parce qu'elle a changé de cycle, comme l'IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance, où il pourrait s'agir d'évaluer la capacité de récentes démocraties à accéder au statut de véritable démocratie. Reconnaissance passant par l'intégration de la culture mémorielle, que ce soit au niveau des programmes scolaires et aussi au niveau des manifestations publiques. Mais évidemment qui entraîne, et c'est là le point le plus délicat, mais aussi le point d'évaluation, la reconnaissance des crimes passés. Alors, qu'en est-il de la reconnaissance de l'État ukrainien des crimes commis et de la collaboration avec les nazis, des crimes commis sur les juifs, alors que, d'un autre côté, la société et un certain nombre d'instances politiques célèbrent des héros de l'ultranationalisme ukrainien qui était pro-nazi. Qu'en est-il aussi, bien sûr, de l'évaluation démocratique de la Turquie par rapport à, justement, l'incapacité et le refus de l'appareil d'État turc de reconnaître, évidemment, l'implication des jeunes Turcs et de reconnaître, dans le génocide des Arméniens, et de reconnaître le génocide. Bon. Donc il y a évidemment un point critique, mais ce point critique dont les questions mémorielles sont le pivot, et dont les institutions mémorielles sont aussi, telles que la Task Force que je mentionnais tout à l'heure, sont aussi, on peut dire, la cheville ouvrière. Mais ce point critique, il est intéressant de l'interroger aussi dans la mesure où il est extrêmement normatif. Et on passe aussi à une mémoire qui est, de par les structures qu'il apporte, extrêmement normative. Alors, parmi ces institutions qui véhiculent la normalisation de la mémoire, à travers sa culture, et l'on pourrait aussi citer, plus qu'une institution, parce que ça couvre plusieurs institutions, les vidéos des rescapés de la Shoah. Ces campagnes d'enregistrement ont été initiées par le projet Fortunov à Yale, puis relayées par la Fondation Spielberg. Ainsi, une quarantaine, voire une cinquantaine d'années après les faits, il s'est agi d'archiver les témoignages, donc ça correspond bien à cette époque de la prédominance des questions mémorielles, il s'est agi d'archiver les témoignages des survivants de la Shoah. Bon, évidemment, le modèle s'est après dispersé, et pour d'autres institutions, il s'agit d'enregistrer d'autres survivants. Entreprise tout à fait louable, mais dont on ne peut se cacher le caractère extrêmement normatif imposé par les conditions même de captation,
Alors au budget limité, qui n'est généralement pas effectué par des professionnels de l'image et du son, ni même des professionnels de l'interview, et donc des intervenants ayant peu de capacité d'improvisation et de création. Donc ça contribue à la normalisation des enregistrements. Ici, la norme a répondu à la question « Quel modèle et quelle identité narrative est-il possible de constituer et de transmettre à partir d'expériences de la vulnérabilité absolue ?» Mais si elle a répondu, c'est que la norme elle-même en est la réponse. Et cette norme n'est viable que parce qu'elle elle fournit l'étayage, parce qu'elle était la culture mémorielle, de même que celle-ci, que la culture mémorielle, approvisionne la norme en représentation. En ce sens, ce statut de témoin, depuis Primo Levi jusqu'à aujourd'hui, a radicalement évolué. Et ses marges de liberté, d'originalité, se sont extrêmement réduites. On attend de lui une parole sur l'expérience vécue, il y a 40 ans, 50 ans, 70 ans, mais cette parole n'est possible que dans un dispositif qu'il a converti de facto en discours rationnel sur la violence de l'événement dont il est devenu, 40 ans après, le dépositaire public. Alors le passage de récit à discours me fait penser à ce que précisément Gérard Genette, dans un petit texte de communication, expliquait comment précisément le récit pouvait être lui-même en littérature absorbé dans la littérature contemporaine par le discours même. Et qu'effectivement on a beaucoup plus affaire à un discours testimonial qu'à du récit. Or la rationalité, qu'elle passe par le discours testimonial, par la représentation de la victime universelle, ou, comme précédemment, après la guerre, par des récits héroïsants, reste limitée, parce qu'extrêmement stéréotypée et peu questionnante. Dès qu'il s'agit de traiter de la violence extrême, on retrouve, ce que j'avais essayé de mettre en avant tout à l'heure, l'incapacité des moyens des récits conventionnels à rendre compte de violences qui, par définition, viennent de violences radicales, qui, par principe, viennent faire éclater toute convention, y compris les conventions culturelles. On attend des témoins des réponses et non pas des questions. Alors, ironie, dont il faudrait peut-être évaluer longuement le sens critique, c'est au moment où les premiers enregistrements vidéo commencent, que peu avant de se suicider, Primo Levi demande, écrit, et porte cette question-là. Primo Levi avait plutôt la capacité à poser les questions qu'à apporter des réponses. Je le cite, « Avons-nous été capables, nous qui sommes rentrés, en tant que survivants, avons-nous été capables, nous qui sommes rentrés, de comprendre et faire comprendre nos expériences ?» Il écrit ces lignes en 1985. Nous avons tendance, je le cite toujours, nous avons tendance, écrit-il, donc, à simplifier aussi l'histoire. Mais le schéma selon lequel les faits s'organisent n'est pas toujours identifiable de façon univoque. Effectivement, c'est à cette même époque qu'aboutissent les recherches qu'il a menées pendant une dizaine d'années sur la zone grise. Donc évidemment, la zone grise vient démentir toute interprétation ou tout récit univoque de la réalité concentrationnaire. Et évidemment, ces recherches viennent éclairer d'un jour sombre aussi la difficulté à entendre des récits qui venaient de rescapés sur la zone grise, et à venir s'interroger sur les relations qu'il pouvait y avoir de collaboration forcée, mais de collaboration néanmoins, ou de travail commun entre les détenus et les SS. Et sur la façon dont les SS, là encore zone grise de l'histoire, que la mémoire trop normative a du mal à éclairer, la façon dont les SS ont utilisé l'organisation des détenus, y compris les organisations politiques, pour contrôler les camps. C'est à cette même époque, donc autant de questions que soulève Primo Levi. C'est à cette même époque, Primo Levi se suicide en 1987, c'est à cette même époque que, à la suite de Jean Améry, il se qualifie de rescapé professionnel. Il critique le manichéisme des jeunes qui attendent des récits testimoniaux que, comme lors d'un match de boxe ou de football, ressortent un vainqueur et un vaincu. Nous revoilà donc, évidemment, à la problématique des héros. La normalisation des discours le désespérait, car elle faisait, pour lui, rater l'intelligence, la compréhension de ce qui avait eu lieu. Concernant les arts, il n'est qu'à penser à cette tendance prégnante, maintes fois mise en scène par la littérature contemporaine, elle-même devenue objet de récentes études sociologiques, je pense notamment à un livre allemand, Opa war kein Nazi. Il n'est donc qu'à penser à cette tendance quasiment programmée que manifeste
des enfants et des petits-enfants, mais aussi de nombreux écrivains, à venir visiter, découvrir, interroger leur histoire familiale, enquêter sur elle en passant par la grande histoire, et inversement, à retracer la grande histoire par le prisme des non-dits de leur famille, jusqu'à ce que ça constitue un canon littéraire, hein, y compris avec des introductions d'iconographie qu'on retrouve d'un livre à un autre. Donc là aussi, on a quelque chose qui est de la normalisation et de la stéréotypisation. En ce sens, ces tendances sont caractéristiques et presque symptomatiques d'une volonté de tout savoir sur le passé et d'en cerner les moindres recoins. La mémoire s'édifie comme une scène de maîtrise, à prétention globale, qui n'a probablement d'égal que l'incertitude des violences qui nous attendent. Pour conclure, je dirais que le mémoriel est aujourd'hui contribué à donner voix aux réprouvés de l'histoire, qu'il permette de dénoncer les injustices perpétrées sur les minoritaires dépourvus de moyens suffisants pour faire valoir et respecter leur dignité, qu'il ait permis, ou qu'il soit contemporain ou co-construit de la conscience de la Shoah, voilà qui ne fait à la fois aucun doute et peut laisser espérer plus d'un qu'à moyen terme, l'on puisse prévenir, voire neutraliser les violences radicales. L'ambiguïté de cette mémoire tient à sa prétention à embrasser totalement le passé, du plus récent, parce que dès qu'un événement est accompli, il est pratiquement mémorialisé, patrimonialisé et sanctuarisé, des plus récents aux plus anciens, qui n'échappent pas au calendrier commémoratif et patrimonial. La culture mémorielle, qui compte les médias journalistiques et les médias universitaires parmi ses plus fidèles relais, tend à l'évidence d'imposer une vision du monde sous le signe de l'apaisement. Et c'est en cela que, mutatis mutandis, elle viendrait équivaloir à ce que signifiait le progrès à la fin dans les années, au cours du XIXe siècle. Mais son omniprésence n'élude ni les violences, ni les cultures de la violence, parmi lesquelles on peut compter la culture de guerre, ni l'apologie de la violence, ni même le besoin de héros, qui revient de toute façon régulièrement. Je vous remercie pour votre écoute.